Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Laurent Marcangeli, qui est ministre de la fonction publique et de la simplification. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant de parler simplification et lutte contre la bureaucratie, et Dieu sait si nos patrons de PME qui nous écoutent, qui sont très nombreux à nous écouter, sont attentifs à ces questions-là. Je voudrais commencer avec la SNCF, préavis de grève déposé par le syndicat Sudrail du 17 avril au 2 juin. Il couvre les vacances scolaires et les jours fériés du mois de mai. Faut-il, comme en Italie, interdire les grèves et les transports pendant les vacances et les jours fériés? On va y arriver ou pas? Moi, je suis toujours particulièrement subjugué par les dates choisies. Oui. Là encore une fois, j'ai l'impression vraiment que la recherche s'est emmerdée au maximum les Françaises et les Français. Et ça, en tant que ministre, en tant que responsable politique, je suis véritablement, encore une fois, mais choqué de voir que c'est ces dates qui sont choisies. On va pénaliser au final, qu'est-ce qu'on va pénaliser? On va pénaliser la famille qui veut prendre ses vacances et qui veut partir pendant quelques jours. Et je trouve pas que ce soit très juste. Donc alors l'interdiction. Que fait-on? Sanctuariser certains jours dans l'année? L'interdiction de la grève, vous savez très bien qu'il y a un problème d'ordre constitutionnel, Monsieur Bourdin. Le droit de grève, il est reconnu comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Donc c'est pas facile de dire il y a qu'à Faucon. Mais en revanche, je pense que il faut mettre le paquet sur ce qu'on appelle le service minimum. Vous savez très bien, c'est ce qui avait été notamment décidé sous Nicolas Sarkozy en 2007, avec une efficacité qui peut être considérée comme relative, mais qui a quand même fait ses preuves. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi en appeler à un moment à l'esprit de responsabilité dans ce pays, sur ce sujet comme sur d'autres. C'est-à-dire esprit de responsabilité? C'est-à-dire de se dire que quand on est un délégué syndical, on n'en est pas moins un père de famille qui parfois a envie de partir en vacances avec sa femme et ses enfants. Il va falloir aussi prendre des mesures, peut-être. Est-ce que vous êtes favorable à la sanctuarisation de certains jours dans l'année? Oui, à titre personnel, bien sûr que je suis. Mais encore une fois, la faisabilité de la chose, vous savez très bien, on se heurte à chaque fois à des principes constitutionnels, notamment concernant le droit de grève. Non, mais il y a peut-être des façons de contourner la Constitution pour impliquer, pour imposer un genre d'interdiction de la grève pendant certaines périodes. Et les Français comprendraient peut-être. Sur le contournement de la Constitution, vous savez, je pense que c'est un peu compliqué. Un texte le dire, c'est le dire. Le faire, c'est autre chose. Trouver un texte qui permettrait de trouver une solution. Une fois, que les choses soient bien claires pour celles et ceux qui nous écoutent. Je considère que décider de faire un préavis de grève pour les départs en vacances, c'est du chantage. C'est un peu scandaleux. C'est carrément scandaleux. Mais encore une fois, moi, je veux dire, Est-ce que c'est du chantage de la part de certains syndicats? C'est une tactique qui consiste à obtenir ce qu'on a par une forme de menace, oui. Oui, bien. La simplification, parlons-en. Où est-ce qu'on en est? Alors, commission spéciale en séance le 8 avril, c'est cela? Tout à fait. Le 8 avril en séance, bien. Moins de bureaucratie. Oui. Il faut moins de bureaucratie, vous êtes d'accord? La France est obèse de sa bureaucratie, pas de son administration. J'apporte toujours la distinction. L'administration, il la faut pour tous les services publics. Mais en revanche, nous avons, au cours des dernières années, créé ce que j'appelle de la mauvaise graisse. C'est-à-dire un excès de règles, un excès de législation bavarde. Parfois qui se contredisent les unes avec les autres. Les gouvernements successifs ont fait cela. Ont accepté. Ont accepté. Vous savez, il y a le parlementaire aussi. Superposition. Les parlementaires aussi, parfois, ne s'aperçoivent pas, je parle en connaissance de cause, je l'ai été pendant plus de 7 ans dans ma vie, on vote un certain nombre de lois qui sont parfois bavardes. Ensuite, vous avez également les règlements, les administrations qui créent par décret un certain nombre de lourdeurs administratives. Et puis aussi, vous avez un sujet qui, moi, m'intéresse, c'est celui de la surtransposition de nos normes par rapport à ce qui est décidé à Bruxelles. Donc, quand vous faites l'amas de tout cela et l'addition de tout cela, vous apercevez effectivement qu'il y a de la lourdeur et ça crée une forme d'obésité dont je suis chargé d'être le régulateur dans la meilleure des cas. Alors, est-ce que des commissions, des comités, des agences de l'État vont être supprimées? À ce stade, nous avons lundi soir examiné l'article 1er du projet de loi simplification de la vie économique. Et à ce stade, en commission, une trentaine de comités ont été supprimés par la commission en charge d'examiner le texte. Oui. Trentaine sur combien? Il y avait à peu près 100 propositions de suppression. Vous avez aujourd'hui
allez, 360 et quelques comités qui existent dans notre pays. Il y en avait 700 en 2017. On est passé à un peu plus de 300, donc on a quand même fait un effort de suppression et de régulation. Et donc là, vous avez eu une trentaine de suppressions lundi soir. Bien. Est-ce que la Commission nationale du débat public va être supprimée ? Alors, elle n'a pas été supprimée par la commission. Et vous êtes spéciale. favorable à sa suppression ou pas ? Alors, je suis venu ici ce matin pour vous parler en toute vérité. Oui, je vais pas aujourd'hui. Attendez, heureusement. Voilà, je vais pas aujourd'hui parce que je suis membre du gouvernement. Oublier ce que je pensais lorsque j'étais parlementaire ou élu local. Exactement. Ceci étant dit. Encore une fois, ce n'est pas l'avis qui a été rendu au sein du gouvernement sur la demande de suppression. Moi, à titre personnel, je suis d'abord favorable à une première chose, ça va être examiné, c'est-à-dire on va relever le seuil d'intervention. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, vous avez des projets sur lesquels la CNDP est obligatoirement saisie. La Commission nationale de débat public. Tout à fait. Ce qui est proposé par le gouvernement dans un premier temps, c'est de faire en sorte qu'elle intervienne pas sur des projets d'une certaine taille, mais qu'elle intervienne sur des projets plus importants dans leur taille. Ça, c'est la première chose que le gouvernement propose. Mais moi, à titre personnel, Laurent Marcangeli, je pense qu'effectivement, une suppression ne me dérangerait pas. Oui, vous êtes favorable à la suppression de la Commission nationale du débat public. Et je ne sais pas si je porterai ça, parce que c'est une décision. Est-ce que vous porterez ça ? Non, parce que vous le savez très bien, vous avez des arbitrages qui sont rendus. Après, je vous rassure, je ne proposerai pas ma démission pour cela. Non. Voilà. Bah oui, parce que beaucoup proposent la démission dès qu'ils sont. Pas avec cette saison. Ouais. C'est bien de proposer ça. Vous regardez ça comment quand un ministre propose sa démission ? Oh écoutez, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, je fais partie de ceux récemment. Je fais partie de ceux qui, lorsqu'il la propose, l'exécutent. Oui, l'exécute. Voilà. Parce qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Jean-Pierre Chevènement. Oui, c'est pour ça que je vous rappelle cela. Bien, dites-moi, et les normes ? Alors, combien allez-vous supprimer de normes ? On supprime, dans l'article 2, une trentaine de paperasseries, d'autorisations préalables qui aujourd'hui sont autant de freins à, je dirais, la bonne santé et notamment la santé mentale, je le dis parce qu'aujourd'hui, il faut vous dire une chose, c'est que l'amas de normes, il y a un rapport parlementaire qui a chiffré ça à 84 milliards d'euros. L'amas de normes, c'est 8 heures de travail pour une PME. C'est-à-dire que c'est un emploi presque pour une journée. L'amas de normes, c'est quand il y a des contrôles pour nos TPE et nos PME. Ces TPE, ces PME ne peuvent plus fonctionner le temps du contrôle et doivent même embaucher quelqu'un en supplément pour pouvoir. Exactement. Elles sont. Et non seulement il y a les normes, il y a effectivement le temps du contrôle, mais il y a aussi les factures impayées, factures de l'État, factures publiques qu'elles ne paient pas, que les factures sont payées avec retard aux PME. Qui n'ont pas de trésorerie pour assumer tout cela. Et je peux même vous parler aussi d'un certain nombre de sujets qui concernent les collectivités territoriales. J'ai été maire d'Ajaccio pendant des années au niveau de la commande publique. Vous avez des obligations qui pèsent sur les collectivités territoriales, mais c'est également valable pour l'État, pour les hôpitaux. L'achat de matériel, par exemple, de mobilier, évalué par rapport au prix du marché. Il suffit d'aller sur Internet et comparer les prix de ce qu'on achète, le prix du stylo, le prix de la chaise de bureau qui est décuplé et on est obligé de passer par là lorsqu'on est une collectivité territoriale ou qu'on est l'État. Est-ce que vous avez supprimé des commissions, des conseils, par exemple le Conseil économique, social et environnemental régional, les fameux Césaire, l'Observatoire national de la politique de la ville, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Alors, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, je me demande franchement à quoi ça sert. Je ne sais pas, moi, la conférence de prévention étudiante. Alors, sous réserve, il y en a 3 sur 4 qui ont été supprimés par la commission sûre. Je ne sais pas si le 3e que vous avez cité l'a été, mais je vous confirme que les Césaire, les conseils environnementaux régionaux ont été supprimés par la commission, que le Conseil pour la vie étudiante l'a été également. Je vais même vous annoncer avec perte et fracas que nous avons également supprimé dans le cadre de cette commission un comité qui était en charge d'organiser les JO de 2024. Il n'avait pas été supprimé. Il n'avait pas été supprimé. Non. Il continue à siéger. Et il y a des gens qui ont voté contre ça. Non. Ouais.
Non, mais c'est pas. Et dites-moi, le Sénat a introduit un haut conseil à la simplification. Vous avez vu ça? Oui. Alors, si j'ai bien compris, un haut conseil à la simplification pour supprimer les hauts conseils. Je suis pas trop favorable à la création de ce haut conseil. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement. Je pense qu'il y a justement des instances qui existent et qui peuvent être, à un moment, chargées de cela. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi en commission il y a 2 jours. Quand on propose une suppression, je pense qu'il faut aussi toujours avoir derrière l'idée de fusionner un certain nombre de comités ou d'instances existantes. Parce que la stratégie du gouvernement, c'est la suivante. Quand il y a redondance, quand ça ne se réunit pas, et quand ça nuit à la lisibilité de l'action publique, on supprime. Et dorénavant, je vous le dis, les instances, tous les 3 ans, on va avoir à regarder si les instances se sont réunies, si elles ne font pas redondance, et si c'est redondant et que ça ne se réunit pas, eh bien on supprimera. Ça ne s'est jamais fait avant. Bien. Est-ce que vous êtes favorable à la proposition de loi transpartisane instaurant un moratoire de 5 ans pour l'application des ZFE? Oui. Oui. Oui, parce que à titre personnel, encore une fois, même si moi je suis pas concerné sur mon territoire par les ZFE, je vois ce que ça cause pour des Françaises et des Français qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des voitures qui ont un certain âge et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des voitures pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail ou accompagner leurs enfants à l'école. Laurent Marcangeli, j'aime bien votre franchise. Alors, je vais vous poser d'autres questions. Vous êtes proche d'Édouard Philippe puisque vous êtes à Horizon. Vous êtes membre d'Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, qui prône la retraite à 67 ans. On est bien d'accord, hein, 67 ans. Il n'a pas dit qu'il l'allait proposer, mais il a expliqué qu'il fallait aller vers... Que, au regard de ce qui se passait dans des pays voisins, il fallait cesser d'être dans le déni, un déni très français, de dire aux Françaises et aux Français, vous allez voir, ça va bien se passer, vous pourrez travailler moins. Parce que c'est pas la marche que le monde a pris. Est-ce que le conclave est hors sol, comme le dit Édouard Philippe? C'est pas moi encore, hein, c'est Édouard Philippe. Je me permettrai pas de dire ça. Ah bon, il a eu tort de le dire. Non, il n'a pas eu tort. Il s'exprime en tant que responsable politique, chef d'une formation. C'est mon ami et son expérience de l'État lui donne le droit de dire ce qu'il pense. Moi, j'ai participé à la séance de lancement de ce dialogue qui doit avoir lieu. Je rappelle quand même que les conditions dans lesquelles le Premier ministre a pris ses responsabilités étaient quand même assez inédites. Il y avait eu un renversement de gouvernement. Ça n'était pas arrivé depuis 1962. Il y a eu un débat très âpre en 2023. J'y ai participé en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale concernant la réforme proposée par Elisabeth Borne et son gouvernement. Et il y avait un dialogue social qui était, allez, disons-le, un peu difficile lorsqu'on a pris nos responsabilités. Donc François Bayrou, avec le soutien de son gouvernement, a décidé de lancer une discussion, notamment sur les retraites. Et je ne peux pas aujourd'hui vous dire que c'est hors sol. Et de dire on ne reviendra pas sur les 64 ans, on ne reviendra pas à 62 ans. C'est le Premier ministre qui l'a dit. Oui. Moi, si vous voulez... Vous auriez dit la même chose, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous auriez dit la même chose? Non, parce que moi, en ce qui me concerne, moi j'ai dit depuis le début, il y a le dialogue entre les partenaires sociaux, c'est ce qui avait été décidé. Ils se mettent d'accord ou pas, et ensuite le politique prendra la parole. Donc une fois que les discussions auront cessé, je dirai ce que je pense. Mais Monsieur Bourdin, tout le monde sait ce que je pense. Oui. Voilà, il y a des votes. Vous êtes favorable à une part de capitalisation? Je suis favorable à une grande réforme. Moi, j'ai toujours regretté que la réforme de 2020 ait été interrompue. Je pense qu'elle allait dans le bon sens. Je pense que elle allait dans le sens de l'histoire, elle est dans le sens de la démographie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir un système par répartition qui est soutenable. Soutenable économiquement. Vous avez un rapport de la Cour des comptes qui démontre aujourd'hui très simplement qu'à horizon 2045, notre système, il dérape. Donc une part de capitalisation, comme ça existe dans la fonction publique d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr, il y a une part de capitalisation. Il ne doit pas avoir de totem par rapport à cela, pour une bonne et simple raison, c'est que je suis pour la liberté. Les Françaises et les Français qui souhaitent demain mettre de l'argent de côté pour leur retraite par capitalisation, on ne peut pas les blâmer. C'est un choix individuel. Après, si c'est obligatoire, ça pose une autre question, mais en revanche, le fait d'agir de cette manière me semble pas être scandaleux. Est-ce que vous allez ouvrir des négociations salariales dans la fonction publique? Il y a un dialogue social et un agenda social qui est lancé. Il faut pas se payer de mots aujourd'hui, et c'est pas antinomique avec ce que je vous dis depuis le début de notre entretien. Il y a beaucoup trop de fonctionnaires qui sont mal payés dans ce pays. Oui.
Donc il faut ouvrir et moi, je peux pas accepter un dialogue salarial, des négociations salariales. Voilà, moi je peux pas accepter aujourd'hui de voir des femmes et des hommes qui exercent des fonctions qui sont parfois difficiles émarger à 1500, 1600 euros par mois. Alors est-ce que vous allez ouvrir des négociations salariales ? Nous sommes tenus par certaines difficultés économiques, ça ne vous a pas échappé. Oui. Ceci étant dit, je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une réflexion de moyen et long terme sur la rémunération de nos agents publics. On peut pas aujourd'hui. Vous allez ouvrir des négociations salariales ? Il y a des discussions. De toute façon, chaque année. Bourdin, vous le savez aussi bien que moi, vous avez une discussion qui tourne autour du point d'indice et autour. Vous allez augmenter le point d'indice ? Je ne peux pas vous répondre pour le moment puisque ce sont des arbitrages qui seront rendus sur 2026. L'augmentation du point d'indice. C'est trop large le point d'indice parce que c'est indifférencié sur toute la fonction publique. Je pense qu'il faut avoir un regard particulier sur les bas salaires de la fonction publique parce qu'aujourd'hui il y a une paupérisation. Vous êtes prêt à augmenter les bas salaires de la fonction publique ? À titre personnel, je pense que ce ne serait pas du luxe de mieux payer nos agents publics qui sont les moins bien payés. À titre personnel, encore une fois. C'est-à-dire les agents publics qui gagnent quoi ? Un peu au-dessus du SMIC ? Mais, qu'est-ce que vous faites avec 1500 euros aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, on ouvre des négociations salariales centrées sur les salaires les plus bas de la fonction publique. Moi, je pense que on peut pas aujourd'hui dire à un jeune qui a fini ses études, rentre dans la fonction publique, tu vas voir, tu vas être payé jusqu'à la fin de ta carrière 1500, 1700 euros par mois. Donc il faut augmenter. Donc il faut sur le moyen long terme. Encore une fois, je ne peux pas vous dire ça sera fait cette année, etc. Mais je crois vous allez le proposer. Il faudra rendre les métiers de la fonction publique plus attirants et par plus attirant, vous savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Vous allez le proposer. La question salariale est là. Vous allez le proposer. Je proposerai d'avoir une réflexion autour de la rémunération de nos agents publics. Là, ça me paraîtrait pas criminel, mais pas très bien de ne pas le faire, en tout cas. Et la suppression des catégories ABC ? Non, ça, c'est pas à l'ordre du jour. C'était l'idée de l'un de vos prédécesseurs. C'était l'idée de Stanislas Guérini. Oui. Il y avait aussi celle de la rémunération au mérite, qui me paraissait ne pas être scandaleuse, mais j'ai pris l'engagement vis-à-vis des organisations syndicales de ne pas le remettre sur la table. Bien. Est-ce qu'il y a de plus en plus de revendications religieuses dans la fonction publique ? Moi, je n'y ai pas été confronté directement, mais je me suis laissé dire que ça arrive. Et je rappelle quand même que le principe de neutralité est un voisin très proche de la laïcité et que normalement un agent public n'a pas à manifester dans le cadre de ses fonctions une opinion religieuse ou politique. Et il doit être sanctionné dans ces cas-là. Ah bien sûr. Bien sûr. Il y a des référents laïcité dans le service public. Tout à fait. C'est un principe auquel je suis particulièrement attaché. Bien. J'ai une dernière question sur les polices municipales. Est-ce que vous défendez l'armement de toutes les polices municipales ? Oui. Oui, moi, pour ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de maires. Tiens, je prends l'exemple de Grenoble, par exemple, qui ne le souhaite pas. Ah oui, il a même dit que ça l'intéressait pas, tout ça. Ben, il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Grenoble. Moi, je suis assez choqué de voir des élus qui sont encore dans le déni. Vous parlez de Monsieur Piolle. Il est un peu le premier représentant de ces élus qui vous disent que les policiers municipaux sont pas capables d'être armés. Ben moi, je le dis aujourd'hui, les policiers municipaux, ils exercent une fonction difficile. Ils sont en première ligne souvent lorsqu'il se passe des choses graves. On l'a vu à Mulhouse encore dernièrement. Je tiens à rendre encore hommage à ce policier municipal qui a fait preuve de sang-froid. Il n'a pas utilisé son arme. Il a stoppé le terroriste sans l'utiliser. Et moi, j'ai armé la police municipale à Ajaccio. Et aujourd'hui, je dis qu'il serait bon que nos policiers municipaux soient armés dans toute la France parce qu'ils exercent une fonction particulièrement difficile. Et élargir les prérogatives des policiers municipaux, des polices municipales ? Ça, c'est une réflexion de long terme que nous devons avoir. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un Beauvau des polices municipales qui est en cours. D'abord, il faut revaloriser également leur carrière parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il y a certains grades de la fonction publique territoriale qui ne correspondent pas à ce qu'est un policier municipal. Et ça, c'est une réforme qui est difficile à mettre en œuvre et que nous devons prendre à bras-le-corps. Et ensuite, effectivement, je pense qu'en complément de la police nationale, qui ne doit pas être débordée, et de la gendarmerie, il doit y avoir aujourd'hui une action de la police municipale qui doit être élargie. Oui. Parce que ces agents, ils ont les compétences, ils ont le savoir et ils ont l'expérience pour pouvoir le faire. En tout cas, moi, c'est ce que je vois sur le terrain chez moi. Merci Laurent Marcangeli d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure ? Il est 8h55. Patrick Roger, après les infos de 9h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si vous